Je me suis peut-être un tantinet, un tout petit peu enflammé sur le titre de cette vidéo, mais Rafael Nadal vient de signer sa plus belle victoire depuis très longtemps aujourd'hui face à Alex de Minaur à Madrid. Plein de choses à vous dire, on fait péter l'analyse triple XL, tactique, technique, et on va répondre à la question du titre, même si elle est légèrement exagérée. Est-ce que Rafa peut vraiment jouer un rôle à Paris avec ce niveau de jeu, avec ses sensations physiques et avec ses limites du moment? Eh bien c'est tout l'objet de cette vidéo, je te laisse te mettre à l'aise, claquer ton meilleur pouce, t'abonner également pour ne rien manquer de Madrid, de Rome et de Roland Garros, et on attaque juste après le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Mais qu'est-ce qu'un VPN, mon très cher Goth? C'est un logiciel hyper utile qui te permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. CyberGhost VPN te protège du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en cryptant efficacement tes données. Grâce à CyberGhost VPN, tu peux accéder à du contenu géobloqué. Regarde, par exemple, dans quelques semaines, c'est Wimbledon. Eh bien, depuis la France, tu pourras te connecter à un serveur anglais et regarder gratuitement le tournoi sur la BBC. C'est une dinguerie. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon. Tu peux aussi t'offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois grâce à une IP argentine, terminer les pubs, et tu as même un accès illimité grâce à cet abonnement à YouTube Music. Ils ont en plus une politique aux petits oignons, pas de collecte ni de partage de tes données, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost VPN, déjà c'est super simple à utiliser, c'est disponible sur toutes les plateformes qui existent, Windows, iOS, Android, ça compte plus de 38 millions d'utilisateurs et avec 5 étoiles sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français, une dingue. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te fait bénéficier d'une offre tout à fait gotesque, 2,03 € par mois plus 4 mois offerts, ce qui représente un total de 83% de réduction. L'offre, elle est all time. Alors fais-toi plaisir. Allez, retour à la vidéo et à mon analyse du match entre Rafael Nadal et Alex de Minaur. C'était le rematch de leur rencontre précédente à Barcelone. De Minaur qui, clairement, disons-le tout de suite, a évolué à un niveau moindre, mais Rafa a, lui, de son côté, haussé le curseur, je trouve. On l'avait déjà vu face à Darwin Blanche au premier tour, même si l'opposition du jeune américain n'était pas terrible, mais au niveau du service, davantage claqué, au niveau du coup droit, au niveau de l'intensité, on sentait que c'était bien mieux côté mallorquin. Et on va commencer justement avec ces mêmes sensations d'entrée de jeu, un départ canon de la part de Rafa, je trouve, avec un coup droit qui claque, qui part beaucoup plus fort, et cette capacité de Rafa à mouliner aussi, à mieux se placer sur ses appuis, ce qui est très important, parce que Rafa, c'est un joueur de sol avant tout, c'est quelqu'un qui extrait sa puissance de son transfert, du sol, de ses jambes. Nadal qui va breaker d'entrée de jeu dans cette partie, avec là, donc ce point, je trouve, qui est merveilleux, qui montre à quel point ce gars a une science tennistique incroyable. Quand Rafa est arrivé sur le circuit, c'était un joueur plutôt défensif, un gars qui courait partout, qui comptait sur ses qualités physiques. Dorénavant, là, et depuis un petit moment déjà, c'est, je trouve, l'un des meilleurs tacticiens du circuit, peut-être même de l'histoire. Actuellement, c'est lui et Novak qui se regardent dans les yeux. Donc là, en fait, concrètement, Nadal va anticiper le fait que de Minaur va prolonger l'échange dans la diagonale revers. Enfin, ça tombe sur le coup droit de Rafa du coup. Rafa qui va avancer très intelligemment d'1 mètre, se repositionner sur la baseline et lâcher son énorme contre vénéneux long ligne en coup droit. Ça, c'est un coup qui a fait très mal également à Novak Djokovic lors de leur dernière opposition à Roland Garros. Rafa qui a également ressorti le schéma classique de ses plus belles heures, de ses meilleures années sur terre battue, c'est-à-dire une fixation côté revers de son adversaire avec son coup droit. Et là, ce qu'on a vu également dans cette séquence, je trouve très vertueuse pour lui, c'est qu'il a été capable de contrer avec son revers qui n'a pas toujours bien fonctionné, sa longueur non plus. On va en reparler d'ici quelques instants, et je précise, ça a été quand même un match loin d'être parfait côté Rafa, avec des baisses d'intensité également, mais voilà, quand même, on a retrouvé des schémas positifs côté Nadal. Le début de partie qui a aussi été marqué par un drama d'arbitrage qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui s'est passé concrètement, c'est que Nadal s'est à demi arrêté sur ce point, ensuite il est allé montrer la marque, et lui en fait dans l'esprit il pensait que Fergus Murphy avait compris qu'il s'était arrêté, qu'on allait pouvoir faire un challenge, la balle était dehors en plus, donc il avait raison, et finalement Fergus Murphy ne va pas comprendre le langage de Rafa. La situation qui va engendrer une conversation interminable entre Rafa et Murphy. Alors moi perso, si vous voulez mon avis, je suis plus du côté de Rafa dans cette histoire. Dans l'esprit, il s'est interrompu, donc on va voir ce qui se passe. Dans l'esprit aussi, on descend de sa chaise pour Murphy et on va voir la marque, mais là on est dans un arbitrage hybride avec un peu de vidéo, mais pas trop, mais pas en live action, donc c'est très particulier. Mais Rafa de son côté qui aurait pu aussi être un poil plus clair, lever le bras,
dit un challenge. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste après. Nous sommes à 2 partout. Et là, c'est peut-être le point essentiel, je trouve, de ce début de partie avec une amortie de de Minaur. Et rappelez-vous, à Barcelone, l'Australien avait mis au supplice Rafa sur cette séquence avec beaucoup d'amortis. Et on avait vu à quel point Rafa était terriblement lent sur ses courses vers l'avant. C'était trop difficile pour lui. Et de Minaur avait surexploité ça. Il avait fait 10, 12, 13, 14 amortis. Il s'était gavé. Et là, à la première occasion, dès que de Minaur a frappé son amorti, on voit un Rafa qui va chasser la balle et qui va se dépouiller pour marquer les esprits, justement. T'as pas envie que de Minaur prenne confiance, parte sur des schémas avec beaucoup d'amortis, parce que c'est la grosse faiblesse de Rafa. Et donc Rafa, il s'est arraché, il a remporté le point en plusieurs temps avec là, de son côté, une contre-amortie. Et on le voit ensuite à la célébration, c'était un point très important pour Rafa, justement voilà, pour marquer les esprits et empêcher cette séquence de revenir trop tôt. Malgré tout, Nadal qui va encore se faire breaker sur ce 7e jeu avec alors là un service volé en moonwalk, clairement une volée dégueulasse. Rare pour Nadal qui a quand même des standards élevés à ce niveau, je trouve. Un joueur qui a une belle main et qui est capable logiquement d'aller frapper cette volée tranquillement sur le côté ouvert, voire ici petit côté, même si elle est plus difficile. Et puis surtout Rafa qui va jouer très court dans ce jeu avec des frappes parfois au milieu du carré de service. Et ça pour moi c'est le gros point noir de sa perf, c'est qu'il a joué trop court, beaucoup trop court parfois. Alors de Minaur n'a pas été suffisamment bon pour l'exploiter, pour rentrer à l'intérieur du terrain, pour être plus précis avec ses amortis justement, ou alors voilà, essayer d'aller terminer les points à la volée. Mais je trouve que dans l'ensemble, il a donné parfois les clés à de Minaur et on sent il a du mal à maintenir son intensité, son punch, son énergie sur la distance. Ça c'est normal, il manque de compétition et il a bientôt 38 ans. Nadal nonobstant qui va s'accrocher et produire le débreak avec une alternance de volume. C'est là aussi, je me répète, mais c'est là où il est super fort en fait. Au niveau tactique, au niveau stratégique. Bon, le gars a remporté 14 Roland-Garros, donc je crois qu'il est pas trop mal au niveau de la terre battue. Mais voilà, il va alterner les hauteurs, les distances, faire travailler de Minaur qui ici va prendre le revers sur le corps en sautant et ça va sortir, paf, juste ici. Mais globalement quand même on est sur un premier set je trouve assez erratique avec beaucoup d'inconstance de la part des deux joueurs. C'est pas un super niveau de jeu non plus, même s'il y a des temps qui sont très forts. Et une autre palette pour vous illustrer ceci avec des pertes d'intensité globalement terrifiantes côté Rafa. Là un revers pas du tout tenu. Il a eu une phase dans la partie qui a duré 20-25 minutes avec beaucoup d'erreurs en revers. Il se tapait la tête d'ailleurs, il se disait mais qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à mettre l'intensité. Surtout que le revers ça avait été le point fort je trouve de sa performance à Barcelone, beaucoup plus que le coup droit, beaucoup plus que le service. Donc on sent encore un Rafa qui a du mal à mettre la pleine intensité du début à la fin. Ça c'est la grande question pour lui. Est-ce qu'il va réussir à hausser le curseur d'encore 3-4 crans d'ici Rome et Roland-Garros? Ce sera impératif. On a la question également du format en 3-7 gagnant qui, au niveau physique, peut poser beaucoup plus de questions. On se retrouve assez logiquement dans le tie-break de la première manche, les deux hommes qui n'ont pas réussi à se départager depuis le début de la rencontre. Et là, je trouve que Rafa va encore utiliser sa science du jeu, son QI tennistique pour bien identifier le moment où il faut piquer, où il faut attaquer. Là, la balle, elle est parfaite. Elle arrive pile poil un petit peu courte sur le revers. Il va s'engager pleinement à ce moment-là. Et Rafa, alors j'ai souvent fait cette comparaison sur la chaîne, mais il me fait penser aujourd'hui à une espèce de libéro italien des années 80. Alors je mentionne Baresi, Maldini aussi peut-être quelque part, avec voilà cette science de la lecture, des trajectoires. On sent qu'il est au frein à main encore, on sent qu'il est à l'économie, ça doit être dur pour lui, c'est un déchirement je pense, pour un gars qui a toujours donné 100, 110%, 120% de ses capacités sur le court, quitte à se blesser, quitte à jouer blessé, quitte à insister sur des sensations qui sont mauvaises. Et là on sent qu'il est dans le pragmatisme, c'est un Rafa qu'on n'a jamais vu je trouve depuis le début de la carrière, et ça lui octroie une forme de fragilité je trouve. On sent que c'est la fin, on sent qu'il a plus beaucoup de matchs à jouer, et pourtant il y a encore des flashs de l'ancien Rafa, et en même temps on comprend bien que c'est un joueur qui est très fragile désormais et tout peut claquer d'un instant à un autre. Il peut se faire mal aux abdos, on sent qu'au niveau du service il n'est pas encore à 100%, même s'il s'est clairement amélioré par rapport à Barcelone. Mais voilà, Nadal doit naviguer avec cette fragilité, et là voilà, le point je trouve assez incroyable du tie-break, c'est à 6-4, il y a 6-2 pour Rafa, il va se faire recoller à 6 partout par de Minaur. Et de Minaur, c'est le gars qui court partout, qui te renvoie toujours un peu plus la balle. Et je trouve que Nadal, ça aussi, ça lui a manqué aujourd'hui, même s'il a remporté la partie, c'est de pouvoir expédier les points, faire des aces, faire des 1-2, service coup droit. C'est pas un schéma qu'il a pu suffisamment faire, et je pense qu'il en a impérativement besoin s'il veut rêver
Alors disons-le tout de suite, hein, pas d'un titre à Paris, là on est beaucoup trop loin, mais voilà, essayer d'avancer, pourquoi pas aller sur une deuxième semaine et avoir le rêve potentiellement d'aller faire quelque chose aux Jeux Olympiques avec en double, une doublette potentielle avec Carlos Alcaraz qui serait extraordinaire. Et voilà, il doit pouvoir s'économiser, il doit pouvoir faire des 1-2, des séquences plus courtes. C'est ce qu'il avait réussi à mettre en place à partir de 2019, mais ça c'est conditionné à sa qualité de service. Donc il va falloir retrouver de la confiance, du punch dans ce coup. On est quand même, je trouve, dans les temps hein, pour essayer de monter en puissance avec Rome qui va arriver ensuite. Et là, il jouera Cashin et une partie de tableau qui est plutôt ouverte avec l'élimination de Stefano Tsitsipas. Alors là, je vais vous dire ma sensation au moment où je regarde la partie. Je me dis, début du deuxième set, Nadal va flancher physiquement. C'est attendu. Le premier set a été super âpre. Il a beaucoup donné au niveau physique, au niveau mental. Il est plus habitué à cette charge de travail en compétition. Eh bien, pas du tout. Et il va réussir une grosse défense là sur cette balle de break avec un demi-nord qui va s'écraser sur un revers dans la diago dans le couloir. Je trouve que là, du côté australien, il y a mieux à faire. Il faut rester au contact, hein, rester dans le combat, attendre que Nadal fléchisse pour essayer d'aller le cueillir. Et je vous parlais du manque de longueur de Rafa sur les premières minutes de la partie, même tout le premier set on peut le dire. Dans le deuxième set, on a vu un Rafa différent quand même, capable de lâcher les chevaux de course sur des décalages coups droits tétanisants, monstrueux. Rafa qui va mieux ouvrir le cours avec ses accélérations, plus de punch dans la deuxième manche, mais quand même on peut pas s'empêcher de remarquer que de Minaur, il est passé à côté quand même, je trouve, globalement, avec deux grosses fautes directes suivies d'une amortie ratée, large. Et on revient à ce qu'on disait en début d'analyse, c'est cette amortie que Nadal est allé chasser au départ, qui a instillé le doute dans la tête, je pense, de l'Australien, qui n'a pas pu utiliser cette stratégie suffisamment pour faire douter Rafa. Pas beaucoup de courses vers l'avant du côté mallorquin, et là un manque de précision. Nadal qui va parachever son œuvre avec un passing de revers vintage, là dans cette position, et un cri qui va déchirer la nuit alors que nous sommes en plein jour. Alors, on va répondre à la question, est-ce que Nadal peut remporter Roland Garros 2024 ? Oui, il peut remporter Roland Garros 2024. Vous avez compris que c'était un peu un troll, mais quand même, je trouve que c'est une victoire référence. La victoire qu'il chassait depuis très longtemps. Alors lui, il est malin, hein. Il minimise complètement les attentes. Il n'arrête pas de dire « je suis pas favori face à de Minaur ». Alors après, il disait dans son prime en 2008 « je suis pas favori face à se qualifier au premier tour ». C'est un grand classique chez Rafa, il va pas se refaire. Mais là, je pense que c'est la première pierre qui laisse envisager la possibilité de quelque chose. À Barcelone, franchement, je vous le dis, hein, ce que j'ai vu, j'étais pas convaincu du tout. Le premier match contre Cobolli n'avait aucun intérêt. Le match contre de Minaur était décevant, on voyait les limites très clairement au niveau physique. Là, je pense que il a débloqué un curseur. Alors pour lui, la grande question, c'est est-ce qu'il va pouvoir rester en bonne santé? C'est la question fondamentale. L'autre interrogation, ça va être de pouvoir lâcher un tout petit peu plus les chevaux, essayer voilà, de claquer plus les services, d'enchaîner des séquences plus courtes. Ce sera capital pour lui. Et puis même si ça devait ne pas passer à Paris, même si Rafa n'allait pas chercher une autre médaille à Roland Garros un peu plus tard dans la saison, il nous a encore montré aujourd'hui que c'est un matcheur all-time, c'est un compétiteur all-time ce gars, vraiment. Il a une science du tennis. Continuons à le regarder, apprenons de lui. Je pense que les jeunes joueurs doivent continuer à observer ce qu'il fait, à prendre voilà, des petits bouts de Rafa ici et là, parce que c'est un monstre du jeu, un monstre sacré, et vraiment un grand plaisir de le revoir voilà, évoluer à ce niveau, même si on sent évidemment qu'il peut pas jouer à 100% de ses capacités, il est légèrement au frein à main, mais voilà, le ciel était gris-noir avant Madrid, et là on peut voir un petit coin de ciel bleu. Allez, un petit bonus pour se terminer avec la défaite surprise de Stefanos Tsitsipas face à Montero, sortie des qualifications, qui a appliqué un plan de jeu les tontons fantastique du début à la fin. Il était en surchauffe, il a servi le feu, le frérot, et surtout là vous voyez un graphique qui est très parlant dans des conditions indoor plus rapide que à Barcelone et à Monte-Carlo, et c'est ça le problème pour Stefanos, c'est qu'on a retrouvé des schémas, les mêmes schémas qui le font souffrir le martyr sur dur et sur gazon, c'est-à-dire que Montero a servi plein fer, côté égalité, sur le revers, et là vous voyez donc les petits tirets bleus, c'est tous les points perdus de Stefanos derrière la première adverse. Donc en fait, il y en a beaucoup. Donc Montero qui a mis des pépites de l'espace dans tous les sens avec cette agression. Donc c'est un gaucher Montero, agression en enroulant côté revers de Steph. Et là, vous voyez cette position de défense en revers. Tu sais très bien que la balle va pas réussir à passer le câble. Donc en grande difficulté pour tourner les échanges à chaque fois qu'il était agressé. Montero qui a servi à 89% de premières balles, et pas des premières balles juste poussées comme ça, tranquille. Non, elles étaient quasiment toutes claquées. Bon, il a mis parfois un petit peu d'effet, hein, mais vous comprenez l'idée. Et
Stefanos qui a pas réussi, sauf ici dans le dernier jeu, avec une balle de débreak qui n'a pas réussi à convertir, mais voilà, à mettre le doute côté Montero. Ça là, par exemple, je trouve que c'était pas mal, hein, le petit slice mi-court pour faire avancer Montero, hop là, et extraire la faute en longueur. Ça, c'est un slice bien vénéneux comme il faut, que Roger maîtrisait à merveille. C'est ce qui manque très clairement dans l'arsenal de Tsitsipas pour bien figurer sur des surfaces intermédiaires et rapides. Malheureusement, il n'y a pas de travail qui est effectué à ce niveau-là. Je pense pas que Apostolos Tsitsipas soit un technicien suffisamment bon pour pouvoir le faire bosser et améliorer ce coup, tout simplement, qui serait fondamental sur la suite de sa carrière. C'est tout pour aujourd'hui. Je veux bien votre avis sur Rafa Nadal dans les commentaires, sur Stefanos également. On se retrouve dès lundi pour le max en filet à 11 h comme d'hab. Et puis, toute la semaine prochaine, on va se régaler les digests de Madrid. Ce sera tous les jours, ou presque. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description, mon très cher Goth, afin de profiter de l'offre gotesque de CyberGhost VPN. L'application protège activement tes données quand tu es sur Internet, t'offre tout l'accès au contenu géobloqué pour simplement 2,03 € par mois. C'est un petit délice, un petit bonbon, que dis-je, alors fais-toi plaisir.